Bonjour, je m'appelle Vincent Galarondo. Nous allons voir aujourd'hui les principes du fonctionnement d'un défibrillateur cardiaque. Voici le plan du cours. On va commencer par faire un peu d'histoire, ensuite une brève introduction et quelques définitions, ensuite la structure du défibrillateur et ses principales fonctions. D'abord, la détection des arythmies et l'interprétation des signaux afin de discriminer entre arythmie ventriculaire et arythmie supraventriculaire, puis les thérapies qui vont être de deux sortes spécifiques au défibrillateur, la stimulation antitachycardique ou ATP pour antitachycardia pacing et les chocs électriques. Un peu d'histoire d'abord. La fibrillation a été décrite depuis le XVIe siècle comme étant d'abord des mouvements vermiformes du cœur avant le décès lors de dissection animale. Les auteurs décrivaient un sac rempli de vermine. Euh, Puis on a commencé à provoquer la fibrillation ventriculaire par ligature coronaire ou administration d'un courant électrique. La première mention du mot fibrillation a été faite en 1874 par Vulpian et McWilliams a décrit quelques années plus tard la fibrillation atriale versus la fibrillation ventriculaire, et donc que les deux cavités pouvaient être en fibrillation de manière indépendante. Il a aussi réduit pour la première fois une fibrillation par un choc électrique. En 1912, Hoffman décrit le premier électrocardiogramme de fibrillation ventriculaire. Avant, on avait des enregistrements des mouvements cardiaques par kymorgraphe qui montraient là aussi cet aspect désorganisé. En 1947, la première défibrillation interne est réalisée et en 1956, Zoll réalise le premier défibrillateur externe. Concernant le défibrillateur automatique implantable, la personne qu'il faut mentionner, c'est Michel Mirowski, qui a été vraiment à l'initiative du développement de cette technique. C'est un chercheur polonais qui a immigré par la suite en Israël puis aux USA pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1966, en Israël, il a un de ses collègues, un de ses professeurs en fait, qui fait une mort subite et cela va profondément le marquer. Et pendant les 15-20 années qui vont suivre, il va développer la technologie du défibrillateur implantable qui va finalement arriver à mettre au point dans le début des années 80. Et donc pendant 15 ans, il a fait beaucoup d'expérimentations animales, en particulier sur des chiens, et il montrait donc les chiens chez qui il induisait une fibrillation ventriculaire, puis arrivait à la réduire par la défibrillation, et au début, tout le monde lui riait au nez, jusqu'à ce que finalement il finisse par imposer sa technologie. Alors, depuis ces premiers appareils, les choses ont énormément évolué. Le volume du défibrillateur a été divisé par 7. On est passé de boîtiers abdominaux qui étaient tellement gros qu'on ne pouvait pas les implanter en rétropectoral à donc des boîtiers pré-pectoraux. Et les premiers outils pour administrer les chocs électriques étaient des patchs épicardiques qui étaient donc mis en place lors de chirurgie cardiaque. Et petit à petit, la technologie a évolué jusqu'à arriver à des sondes endocardiques que nous connaissons à l'heure actuelle. Vous avez à droite l'évolution du volume des premiers défibrillateurs jusqu'aux défibrillateurs modernes. Alors, quelques définitions. La fibrillation ventriculaire, la fibrillation, c'est une désorganisation électrique complète. Et donc, elle peut survenir sur l'oreillette, on parle de fibrillation atriale, ou sur le ventricule, et on parlera de fibrillation ventriculaire. On enregistre donc dans la cavité en fibrillation une activité électrique qui est rapide et irrégulière. La fibrillation, l'activité électrique est tellement
rapide qu'en fait, il n'y a plus vraiment d'activité mécanique efficace. Et donc la fibrillation s'accompagne d'une insuffisance mécanique complète de la cavité concernée. Et donc quand un patient est en fibrillation ventriculaire, il est en insuffisance circulatoire et donc va décéder si rien n'est fait pour réduire cette fibrillation. Et donc la fibrillation ventriculaire, c'est la principale cause de mort subite à l'heure actuelle. Il y a 50 à 60 000 morts subites par an en France. Leur étiologie est rythmique dans 80% des cas et on a encore des taux de survie qui sont faibles, essentiellement quand les patients font une mort subite hors de tout témoignage et hors de possibilité de réanimation. La défibrillation, c'est donc un choc électrique qui va permettre la dépolarisation simultanée d'une masse critique de myocarde, qui ensuite va donc se repolariser de manière homogène, ce qui va permettre par la suite la reprise d'une activité électrique normale et harmonieuse, quand la défibrillation est réalisée avec succès. Alors concernant la structure des défibrillateurs, les défibrillateurs vont donc être des pacemakers qui vont avoir des fonctions supplémentaires. Et donc, il va y avoir une sonde ventriculaire de défibrillation sur lequel on va avoir deux câbles pour des électrodes de stimulation. Donc ça, c'est la, la stimulation standard. Donc là, il va y avoir dans les anciennes sondes de défibrillation une sortie IS1. Dans la sonde DF4, ça va être les deux électrodes distales qui vont servir de canaux de stimulation, donc la pinoche distale et l'électrode qui est juste après. Et puis, il va y avoir un circuit de haut voltage qui va permettre d'administrer le choc. Alors, ce circuit de haut voltage, il peut être présent sur les connecteurs DF1 ici, ou sur les connecteurs DF1 là. Vous voyez, c'est les circuits de haut voltage. Sur la sonde DF4, c'est les deux électrodes proximales qui vont être les vecteurs de l'administration du circuit de haut voltage. Et donc, le boîtier va lui aussi avoir des particularités. Il va avoir une batterie, il va avoir de l'électronique qui va permettre de détecter et de traiter les arythmies ventriculaires. Et en plus, dans le boîtier, on va noter des condensateurs qui vont permettre d'accumuler l'énergie du choc électrique, puis de la restituer très rapidement au moment où ce choc va être délivré. Donc les condensateurs seront chargés après la détection de l'arythmie ventriculaire et déchargés au moment du choc électrique. Voilà la radio de thorax d'un patient qui est porteur d'un défibrillateur. Par rapport aux sondes de stimulation, vous allez noter le coil de défibrillation qui est visible sur la radio de thorax par cette espèce de renflement qui est présent juste avant les deux électrodes bipolaires distales. Et donc là, vous voyez que cette électrode de défibrillation, elle est située à cheval entre le ventricule et le début de l'oreillette. Et donc sur le boîtier du défibrillateur, vous reconnaissez la batterie, l'électronique et la connectique DF4 et les condensateurs qui sont ici et qui vont donc se charger lorsque le choc se prépare, puis se décharger via le coil. Et donc le vecteur de défibrillation sur les sondes DF4 simple coil va être possible entre le boîtier et le coil de défibrillation. Si vous avez une sonde qui est double coil, avec un coil ici et un coil dans la veine cave supérieure, vous allez avoir plusieurs vecteurs de défibrillation possibles entre le coil de la veine cave supérieure, le coil ventriculaire et le boîtier. Alors, comment est-ce que les défibrillateurs détectent les arythmies ventriculaires? Il va y avoir différents vecteurs d'écoute et la problématique va être d'identifier l'arythmie ventriculaire et d'être sûr que c'est une arythmie ventriculaire. Et vous allez voir plus tard que c'est un des gros problèmes des défibrillateurs,
c'est d'arriver à faire le diagnostic rapide et sûr d'arythmie ventriculaire. Alors la référence d'écoute pour les défibrillateurs, ça va être l'électrode bipolaire ventriculaire droite, donc celle qui est située au bout de la sonde ventriculaire. Hein, donc ça c'est dans tous les défibrillateurs. Et puis très souvent il va y avoir des vecteurs de sécurité qui vont permettre de comparer ce que le défibrillateur écoute en bipolaire VD avec d'autres vecteurs et de confirmer que l'arythmie qui est détectée est bien une arythmie ventriculaire. Et donc vous allez avoir un canal de near-field qui va se situer en bipolaire VD et un canal de far-field qui va se situer entre le boîtier du défibrillateur et le coil de défibrillation. Une fois que le signal est analysé, vous allez avoir les marqueurs qui correspondent à l'interprétation réalisée par le défibrillateur des données brutes. Et donc vous avez les données brutes enregistrées par le défibrillateur et l'interprétation par le marqueur de ces données brutes. Concernant donc la détection des arythmies ventriculaires, la problématique est la suivante. Il va falloir détecter non seulement les QRS habituels qui sont généralement bien voltés, mais aussi les arythmies ventriculaires fibrillatoires qui peuvent être beaucoup moins bien voltées, et il va falloir être très sensible sur ces arythmies donc bas voltées tout en restant suffisamment spécifique pour ne pas détecter d'autres événements qui pourraient avoir le même type d'amplitude comme des bruits, des interférences électromagnétiques, l'onde T ou l'onde P. Et donc la sensibilité du défibrillateur va être spécifique par rapport à la sensibilité d'un stimulateur cardiaque. Sur un stimulateur cardiaque, la sensibilité est fixe et on règle un seuil de sensibilité, 2,5 mV par exemple. Tout ce qui va être au-dessus de 2,5 mV sera détecté comme un événement ventriculaire, et tout ce qui sera en dessous sera ne sera pas détecté. Concernant les défibrillateurs, la première subtilité est donc l'existence d'une sensibilité adaptative. C'est-à-dire que le seuil de sensibilité s'adapte à chaque amplitude de QRS et va prendre par exemple 70% de l'amplitude détectée du dernier QRS. Et ce seuil de sensibilité va être un seuil initial, et après un certain délai, la sensibilité va s'accroître, c'est-à-dire que le seuil de sensibilité va baisser jusqu'à un seuil de sensibilité maximale qui permettra de récupérer à distance du dernier QRS une sensibilité importante vis-à-vis des événements qui sont bas voltés. Et donc on règle le seuil initial de sensibilité. Donc là, en l'occurrence, par exemple, les 75% du dernier QRS, le seuil le plus bas, c'est-à-dire le seuil plancher quand on attend suffisamment longtemps pour pouvoir récupérer des événements bas voltés à distance du dernier QRS, et la pente d'adaptation et le retard d'adaptation, c'est-à-dire le moment à partir duquel on va avoir un accroissement de cette sensibilité, c'est-à-dire une baisse du seuil de sensibilité. Donc cette sensibilité adaptative, elle est vraiment spécifique au défibrillateur, et elle permet donc de détecter les QRS, et vous voyez, quand elle est correctement programmée, d'enjamber par exemple l'onde T et éviter d'avoir une surdétection de l'onde T. Un deuxième système qui va permettre d'accroître la sensibilité tout en ayant une bonne sensibilité des QRS tout en ne détectant pas l'onde T, ça va être d'appliquer sur le signal brut un filtre, et on va appliquer en particulier un filtre passe-haut, c'est-à-dire qu'il va laisser passer les hautes fréquences, ou bloc bas comme on veut, qui va bloquer les basses fréquences. Et donc ce filtre va laisser passer en particulier tous les événements assez sharp de haute fréquence comme les QRS, mais va bloquer
les basses fréquences comme l'onde T ou l'onde P. Et donc ça va avoir le traitement du signal va avoir la propriété d'augmenter le ratio QRS sur onde T et donc d'éviter la surdétection des ondes T. Toujours pour améliorer la détection des signaux, d'autres algorithmes sont embarqués dans les défibrillateurs. Le premier, c'est donc de réaliser la dérivée première du signal, c'est-à-dire la DVDT en fonction du temps, ce qui va permettre d'accroître là encore le ratio P sur T. Ça ressemble un petit peu au filtre passe-haut dans la mesure où la DVDT du QRS va être beaucoup plus élevée que la dérivée de l'onde T, qui a des variations de voltage en cours du temps qui sont plus lissées. Et enfin, dernier algorithme, la comparaison de plusieurs vecteurs de détection. On l'a déjà dit, le vecteur de référence, c'est la sonde bipolaire VD, donc avec une différence de potentiel entre l'électrode toute distale, c'est-à-dire la vis, et la deuxième électrode distale de la sonde VD. Ce vecteur de détection peut être comparé avec des vecteurs plus larges, comme celui qui existe entre le coil et le boîtier, par exemple. C'est des choses qui peuvent être éventuellement utilisées, en particulier en cas de détection de bruit ou de suspicion de rupture de sonde. Il y a un certain nombre d'algorithmes qui peuvent comparer la détection sur ces différents canaux de détection afin de émettre un signal d'alerte si les détections ne sont pas concordantes. Alors, comment réfléchir sur une surdétection associée au rythme cardiaque? La première problématique, c'est que ça peut risquer de déclencher une thérapie ventriculaire, et donc c'est important d'avoir ces réflexions-là en tête. Alors, on peut réfléchir en stratifiant grossièrement les choses en problèmes intracardiaques ou problèmes extracardiaques. Sur le problème intracardiaque, il va y avoir la fracture de sonde, la surdétection de l'onde P ou de l'onde T, ou le double comptage de l'onde R. Quand c'est comme ça, on aura une surdétection qui sera associée au rythme cardiaque, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un QRS, et ben, il y a une onde T, et donc quand on va avoir une surdétection de l'onde T, et ben, on va le voir que cette surdétection est associée à l'activité cardiaque. Idem pour la surdétection le double comptage de l'onde R. Pareil pour la détection de l'onde P. Généralement, en rythme sinusal, il y a une onde P avant chaque QRS, un QRS après chaque onde P, et donc on va avoir une association de ce bruit ou de cette surdétection avec le rythme cardiaque. Si la surdétection n'est pas associée au rythme cardiaque, on va suspecter un problème extracardiaque, comme par exemple des myopotentiels, des interférences électromagnétiques ou une fracture du connecteur ou de la sonde dans sa partie proximale. Et à ce moment-là, ce sera intéressant de savoir quels sont les mouvements ou les activités associées, puisque ça va être potentiellement en fonction de ces mouvements ou de ces activités associées que le bruit et la surdétection vont être générées. Vous avez à droite plusieurs exemples. L'exemple du haut, c'est une surdétection de l'onde P sur le canal ventriculaire alors que le patient est en arythmie atriale avec des électrogrammes ventriculaires qui sont détectés comme étant très rapides. Le deuxième exemple, c'est du bruit sur le canal ventriculaire, où là, cette fois-ci, on n'a pas l'impression de voir spécialement d'association claire entre l'activité ventriculaire et l'activité de surdétection, et donc on peut suspecter peut-être une fracture de sonde. Alors une fois que la détection est faite, donc
le défibrillateur vous dit voilà, ça c'est un événement ventriculaire. La question, ça va être comment est-ce qu'on interprète cette série d'événements et comment est-ce qu'on détecte une arythmie ventriculaire. Donc là, on considère que l'événement ventriculaire est un événement ventriculaire, et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour réfléchir dessus, et comment fait le défibrillateur pour réfléchir dessus. La première chose que le défibrillateur va regarder, c'est la fréquence des événements ventriculaires, la fréquence ventriculaire. Et donc, cette fréquence ventriculaire, elle peut correspondre à une bradycardie, elle peut correspondre à des tachycardies. Et donc, vous allez avoir toute une série de réactions en fonction de la fréquence ventriculaire. Bah, bien sûr, quand elle est lente, le défibrillateur va jouer son rôle de stimulateur. Quand le rythme est sinusal, il peut être soit inhibé, soit stimulé si par exemple on a une thérapie de resynchronisation à appliquer. Et quand la cadence ventriculaire, quand la fréquence ventriculaire est élevée, là on va commencer à rentrer dans les zones dites de TV et de FV. Alors, il faut savoir que le défibrillateur n'est pas un cardiologue et donc il n'est pas en train de faire un diagnostic de TV et de FV. Donc c'est un peu par abus de langage qu'on dit que ce sont des zones de TV et de FV, puisque vous voyez que la seule discrimination qu'il y a entre les deux, c'est vraiment la fréquence ventriculaire. Mais on dit classiquement que les zones d'arythmie ventriculaire plutôt lente sont des zones qui correspondent à des tachycardies ventriculaires, alors que les zones d'arythmie ventriculaire très rapide, au-delà de 200, 220 battements par minute, correspondent à des zones de fibrillation ventriculaire. Donc dans les zones de TV, il va y avoir un certain nombre d'algorithmes de discrimination qui vont être mis en place. Ces algorithmes de discrimination vont avoir pour but d'essayer de regarder si le patient est en train de faire une tachycardie ventriculaire ou une tachycardie supraventriculaire. Ces algorithmes de discrimination, ils vont être d'autant plus importants que la fréquence cardiaque est lente, ils vont être moins importants au fur et à mesure qu'on se rapproche de fréquences très élevées. Donc en gros, plus la fréquence est élevée, moins on discrimine, parce que quand la fréquence est très élevée, on va aller assez vite vers les traitements. De même pour les thérapies, vous voyez qu'en zone de TV1 et de TV2, on va pouvoir appliquer des thérapies de stimulation antitachycardique en premier. Et si ces stimulations antitachycardiques sont inefficaces, on va administrer des chocs. Dans la zone de fibrillation ventriculaire, il va y avoir éventuellement 1 ou 2 ATP rapidement, mais on va aller très rapidement au choc électrique. Donc en gros, plus la fréquence est élevée, plus on va traiter vite et plus on va traiter fort. Il faut savoir que ces algorithmes de fréquence, ils sont programmés en détection et en redétection, c'est-à-dire que à partir du moment où on a fait une arythmie et qu'on applique une thérapie, il va y avoir une redétection de l'arythmie, enfin du rythme cardiaque qui va être lancé derrière, qui va permettre de voir si la thérapie est un succès ou un échec. Donc ça, c'est la première question que le défibrillateur se pose, pardon. La deuxième question, ça va être la durée de l'arythmie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en particulier sur les vieux boîtiers de défibrillateurs, il y a une minuterie, et cette minuterie enlève les paramètres de discrimination au-delà d'un certain timing. Et donc, c'est quelque chose qui est particulièrement pourvoyeur de thérapie inappropriée, puisque si la tachycardie supraventriculaire qui a été correctement détectée dure suffisamment longtemps, et ben, au bout d'un moment, la minuterie va se mettre en marche et le défibrillateur va commencer ses thérapies. Alors heureusement maintenant, la plupart des défibrillateurs sont programmés avec des minuteries sur off, mais il faut encore faire attention, en particulier sur les vieux défibrillateurs ou sur les défibrillateurs anglo-saxons. Les marques américaines ont tendance encore à avoir des minuteries et il faut bien penser à les désactiver. Alors, sur un défibrillateur simple chambre, une fois qu'on a vu qu'on était en zone de TV1, en zone de TV2 ou en zone de FV, il va y avoir, donc en particulier sur les zones de TV, TV1 et TV2,
des algorithmes supplémentaires qui vont être mis en place pour regarder si on est en face d'une tachycardie ventriculaire ou d'une tachycardie supraventriculaire. Le premier algorithme qui va être mis en place, c'est la stabilité. Le défibrillateur va regarder si les événements ventriculaires sont stables, c'est-à-dire reviennent à un intervalle régulier, ou instables, c'est-à-dire que la cadence ventriculaire est irrégulière. Le principe, c'est d'inhiber la thérapie si la cadence ventriculaire est irrégulière, parce qu'à ce moment-là, le plus probable est que le patient soit en train de faire une fibrillation atriale, et c'est à comparer à la stabilité la plupart du temps lors des arythmies ventriculaires. La mesure qui va donc être faite, ça va être le delta entre un intervalle RR et son intervalle précédent, ou les intervalles précédents, afin de regarder si cette différence est importante ou pas. Si la différence est importante, on va plutôt être sur une tachycardie qui va être instable. Si la différence est minime, ça veut dire que les intervalles RR se ressemblent beaucoup d'un intervalle à l'autre et qu'on est plutôt sur une tachycardie stable. La problématique, alors il n'y a jamais de critère qui marche à 100%, hein. La problématique, c'est les tachycardies supraventriculaires rapides et régulières qui vont être à ce moment-là mal discriminées, donc les flotteurs, les T1 pour 1, etc. Tout ça, ça peut être éventuellement mal discriminé et pris à tort pour une tachycardie ventriculaire. Deuxième algorithme, ça va être le début, qui pourra être le début de l'arythmie, qui pourra être brutal ou progressif. Le principe, c'est cette fois-ci d'inhiber la thérapie si le début est progressif, en prenant en compte que dans ce cas-là, on est vraisemblablement en face d'une tachycardie sinusale, où la fréquence cardiaque monte progressivement, versus un début brutal sur la plupart des arythmies, en particulier sur les tachycardies ventriculaires. On va donc mesurer le début comme étant un pourcentage en faisant la moyenne des RR en tachycardie sur la moyenne des RR avant la tachycardie. Et donc, classiquement, il y a des seuils autour de 60, 70, 80%, où il faut que la moyenne des RR en tachycardie soit plus rapide que la mesure des RR avant la tachycardie. Alors, la problématique cette fois-ci, c'est que l'algorithme peut être pris en défaut si on a un faux début brutal sur des extrasystoles, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a quelques extrasystoles ventriculaires quand le patient fait un effort et il pourra croire que c'est un début brutal. Sur les tachycardies ventriculaires lentes, il peut y avoir aussi, quand elles s'installent petit à petit sur les phénomènes de Riva, les tachycardies ventriculaires qui s'échauffent, des arythmies qui peuvent être détectées à tort comme étant progressives. Encore une fois, il n'y a aucun algorithme qui est dernier élément de discrimination, la morphologie. Et donc là, la question, ça va être de regarder si la morphologie des QRS ou des événements ventriculaires en tachycardie est proche des événements ventriculaires de référence enregistrés dans l'appareil. Donc, on inhibera les thérapies si la morphologie est semblable à la morphologie de référence, c'est-à-dire à une morphologie supraventriculaire, et on traite si, à contrario, la morphologie est différente de la morphologie de référence, parce qu'on pensera à ce moment-là à une tachycardie ventriculaire. On va donc comparer la morphologie en arythmie à une morphologie d'un ventricule de référence, et généralement, cette comparaison s'exprime en pourcentage d'homologie. 100%, ça veut dire que les événements ventriculaires sont identiques, ont une morphologie qui est similaire. 0%, c'est des ventricules très différents. La problématique, là encore, c'est que l'algorithme pourra être pris en défaut, en particulier lors des arythmies supraventriculaires conduites avec aberration de conduction. Si vous avez un bloc de branche gauche fréquence dépendant, et ben, l'algorithme pourra être pris en défaut. Deuxième limite, si le patient est stimulé sur le ventricule dépendant
de son stimulateur cardiaque, vous n'allez pas pouvoir enregistrer une morphologie de référence puisque il n'y aura pas de morphologie supraventriculaire spontanée. Alors sur un défibrillateur double chambre, on va rajouter d'autres outils de discrimination qui vont prendre avantage du fait que vous avez la possibilité d'avoir aussi et de compter l'analyse et d'analyser le rythme atrial. Et donc, pour faire schématique, on va comparer le nombre de ventricules par rapport au nombre d'oreillettes. Si le nombre de ventricules est supérieur au nombre d'oreillettes, on va en déduire que la tachycardie est ventriculaire. Alors, le défibrillateur ne fait pas cas et ne connaît pas le phénomène de double réponse dont vous entendrez peut-être parler, mais en tout cas, donc pour lui, une arythmie ventriculaire peut être une arythmie où il y a plus de ventricules que d'oreillettes. Si vous avez autant de ventricules que d'oreillettes, eh ben, il est bien embêté parce qu'à ce moment-là, c'est une tachycardie en 1 pour 1. Et donc, ça peut être soit une tachycardie supraventriculaire conduite au ventricule en 1 pour 1, soit une tachycardie ventriculaire avec des ondes pérétrogrades, là aussi en 1 pour 1. Dernier élément, si le nombre de ventricules est inférieur au nombre d'oreillettes, à ce moment-là, il diagnostiquera une tachycardie supraventriculaire. Et la question qui sera posée à ce moment-là quand la cadence ventriculaire est rapide, c'est est-ce que c'est une tachycardie supraventriculaire avec une conduction des oreillettes vers les ventricules ou est-ce que c'est une bitachycardie, c'est-à-dire l'association d'une tachycardie supraventriculaire et d'une tachycardie ventriculaire. Dans ces deux cas, c'est-à-dire dans les tachycardies en 1 pour 1 et dans les tachycardies où il y a moins de ventricules que d'oreillettes, il y aura donc des critères simple chambre additionnels qui seront appliqués aux critères double chambre afin de pouvoir répondre aux interrogations du défibrillateur et d'essayer d'avoir un algorithme et d'essayer d'avoir un diagnostic aussi précis que possible. Et donc les critères simple chambre additionnels, c'est ceux qu'on a vus auparavant, la morphologie, la stabilité, le début brutal. Il y aura aussi quelques critères double chambre un peu plus souples qui seront appliqués, comme la corrélation auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire que s'il y a une association assez claire entre les oreillettes et les ventricules avec un nombre de ventricules qui est un multiple du nombre d'oreillettes, à ce moment-là, on ira plutôt vers une tachycardie supraventriculaire conduite de manière régulière. Dernier élément, l'analyse de la cavité initiale dans le début de l'arythmie. Elle est présente dans peu de défibrillateurs. Il y a une analyse de la cavité dans laquelle débute l'arythmie et on dira qu'a priori, cette arythmie vient donc de la cavité initiale. Alors une fois que le diagnostic, donc on a vu comment il détectait les événements ventriculaires, on a vu comment il les analysait. Une fois qu'il a fait son analyse d'arythmie ventriculaire, il va donc commencer à proposer des thérapies. La première thérapie, c'est la stimulation antitachycardique ou ATP. Le principe, c'est de réaliser un train de stimulation. Vous avez, alors généralement sur les tachycardies ventriculaires, un circuit de réentrée, donc une activation circulaire du myocarde ventriculaire. Et le principe, c'est d'aller stimuler le myocarde pour rentrer dans ce gap d'excitabilité et en faisant ça, de mettre une espèce de barrière qui empêchera le circuit de tachycardie de tourner, c'est-à-dire de faire un reset sur ce circuit de réentrée. Donc on rentre dans le circuit de l'ATV et on le met en période réfractaire, ce qui permet d'interrompre l'arythmie. Ça marche plutôt pas mal, ça arrête 80 à 95% des tachycardies ventriculaires, mais c'est quelque chose à faire avec une solution de backup, car dans 1 à 5% des cas, l'arythmie ventriculaire peut être aggravée, accélérée, voire même dégradée en fibrillation ventriculaire. Et donc c'est important d'avoir la possibilité d'avoir une deuxième thérapie en cas d'échec et en cas d'aggravation de l'arythmie. C'est pour ça que il n'y a pas de stimulation antitachycardique programmée sur les stimulateurs cardiaques. Alors, il y a deux types de stimulation antitachycardique à connaître. Il y a les bursts et les rampes. Dans les bursts, toutes les stimulations ont le même intervalle. Donc, vous voyez, c'est des
stimulations qui se font de manière régulière. Et s'il y a un échec, les bursts peuvent être de plus en plus agressifs, c'est-à-dire avec une fréquence de plus en plus rapide. Le deuxième type de stimulation, le deuxième type de stimulation antitachycardique, ce sont les rampes, où à ce moment-là, les stimulations au sein d'un même train de stimulation, les stimulations sont de plus en plus rapprochées. Et là encore, si vous avez un échec d'un premier train de rampe, vous pouvez avoir un deuxième train de rampe par la suite. Donc on commence généralement par les bursts qui sont moins agressifs et on programme ensuite des rampes. Classiquement, on programme dans une fenêtre de tachycardie ventriculaire à 180, on programme 3 salves de burst et 3 salves de rampe. Il peut y en avoir plus si on est sur des arythmies plus lentes, peut-être un peu moins quand on arrive sur des arythmies plus rapides. Donc on va du moins agressif au plus agressif, les bursts d'abord, les rampes ensuite, et on peut rajouter quelques petites options sur ces stimulations antitachycardiques. On peut rajouter un stimulus à chaque fois, donc il peut y avoir par exemple 7 stimuli sur le premier train et puis 8 sur le deuxième. On rajoute un stimulus à chaque fois. On peut réaliser un décrément ou un scan. Ça consiste à raccourcir la séquence, c'est-à-dire à ne pas répéter toujours la même stimulation antitachycardique, mais à la raccourcir à chaque ATP. On peut aussi programmer des phénomènes d'apprentissage. Si le défibrillateur se rend compte que c'est le troisième ATP qui fonctionne, et ben, il redémarrera si jamais l'arythmie repart par ce troisième ATP qui a fonctionné. Donc le principe c'est de redémarrer du dernier ATP efficace. Et voilà. La dernière chose, c'est que bien sûr, on essaye de limiter généralement, enfin il va y avoir des bornes pour limiter ces stimulations tachycardiques en fréquence afin d'éviter de faire dégénérer l'arythmie en fibrillation ventriculaire. Dernière thérapie, les chocs. Elles permettent de réduire 98% des arythmies. Dans les défibrillateurs automatiques implantables, il y a entre 6 et 8 chocs qui sont possibles de rang, avec une énergie qui va de 25 à 40 joules. C'est une thérapie qui a un coût en termes d'énergie, et chaque choc réduit d'environ 3 semaines la durée de vie du défibrillateur. La charge des condensateurs se fait pendant une dizaine de secondes, puis le défibrillateur confirme l'arythmie et administre le choc. Après le choc, il va y avoir sur la plupart des appareils la présence d'une stimulation haute énergie afin de permettre d'avoir une activité électrique. Puis il va y avoir une redétection après le choc afin de vérifier si le choc a été couronné de succès ou pas. Sur ce choc, généralement, les durées de détection sont un peu plus courtes, avec la désactivation d'un certain nombre d'éléments diagnostiques, en particulier la morphologie qui, dans les suites d'un choc électrique, peut être perturbée. Je vous ai mis ici, alors il faut que j'arrive à déclencher la vidéo, l'exemple d'un choc électrique chez un patient qui est en cours de chirurgie cardiaque en fibrillation ventriculaire. On a sélectionné 20 joules. Alors vous voyez la fibrillation ventriculaire, cet aspect vermiforme, complètement erratique des contractions cardiaques. Voilà, après le choc, vous avez la restauration d'une activité électrique qui est plus harmonieuse avec la restauration d'une activité mécanique. Et donc, on va revoir le scope avant-après, avec donc la restauration des QRS fins et donc là, la défibrillation a correctement fonctionné. Vous voyez qu'on utilise des énergies qui sont proches de celles de la défibrillation interne, avec des énergies qui sont de l'ordre de 20 à 30 joules. Voilà, en conclusion, le défibrillateur automatique implantable, c'est un appareil complexe qui permet de détecter et d'interpréter les tracés d'arythmie ventriculaire. Le but, c'est donc de détecter les arythmies ventriculaires, de les caractériser avec
une sensibilité et une spécificité importantes, donc en évitant les thérapies inappropriées. Et donc on a vu que les principales thérapies, c'était la stimulation antitachycardique et le choc électrique. Bon courage pour la suite. Au revoir.